Alors je fais la vidéo promise maintenant parce que sinon je me connais, je vais remettre à plus tard, hein. Moi, je rappelle que mes arrobases ils sont faits pour taper sur l'islam, pas pour faire de la science. Enfin pas pour exposer en tout cas les choses que je vais. Donc je m'accorde 1% parce que j'aime beaucoup Olivier, etc. Il est très sympathique et donc je fais de temps à autre des vidéos. Je la continue dans ce cadre, d'autant qu'un intervenant V17 dans un space hier avait, comme hélas je m'endormais au volant, j'avais dormi dans ma voiture et j'étais très fatigué, puis je l'ai entendu dire un truc à un intervenant, bon, en fait qui disait un truc parfaitement correct, enfin parfaitement normal, mais que la fatigue aidant, comme j'avais dormi la nuit précédente dans ma voiture, je l'avais interprété de manière littérale, c'est-à-dire il avait dit qu'un truc résumait toutes les maths alors qu'il voulait dire que ça illustrait la beauté des maths, ce qui est tout à fait vrai. Bon, il y a pas mal de trucs qui illustrent la beauté des maths, mais ce truc-là en fait partie. On peut, enfin moi je préférerais parler de la fonction exponentielle que de puissance hippie, mais bon, après chacun ses goûts. Et du coup j'avais mis un tag pour faire un audio, et donc je t'ai fait ce matin au petit déjeuner 4 petites feuilles. Alors désolé, hein, étant bénévole en tout cas, enfin bref, étant bénévole, point, je n'ai pas refait les brouillons, donc je t'ai mis 4 petites feuilles et je vais maintenant te permettre, avec cette explication, que tu puisses en profiter. Et alors, premièrement, il y a un truc important, c'est que ça nécessite quasiment aucune connaissance, et pourtant je vais t'emmener à la pointe de la recherche moderne en physique et en maths. Enfin en physique surtout, c'est pour je t'ai parlé des maths avant, donc je t'ai fait un YouTube avant, puis je t'ai donné des exemples dans le fil, dans le thread comme on dit en anglais. Là c'est plus la partie pour te montrer le choc psychologique et le mystère qu'il y a dans la GPI. En plus tu me posais la question dans un space, pourquoi les maths sont si efficaces en physique. Et donc voilà. Alors je t'ai mis, déjà je vais te dire ce que contiennent ces 4 feuilles en termes de thématiques. L'une d'elles contient la démonstration de Emmy Noether qui a révolutionné la physique. Ça fait quelques lignes, enfin ça tient sur une page. C'est accessible à un niveau, enfin pas la totale substance hein, qu'il y a derrière, à quoi ça sert, etc. Mais ce que j'ai mis est accessible avec un niveau première terminale quand on sait dériver des fonctions et qu'on accepte qu'il y a des fonctions de plusieurs variables à aborder parfois. Un autre, c'est comment on a retiré un axiome sans en ajouter à la place un autre, qui a été la révolution de la relativité restreinte découverte par Einstein. Alors il ne l'a pas découvert comme ça, mais la réalité objective c'est que c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc j'avais déjà fait une vidéo entièrement consacrée à ça. Là je t'ai juste mis la formule puisqu'on en avait déjà parlé. On admet tous les axiomes, bon on peut rien prouver sans axiomes, donc on admet tous les axiomes sauf le temps. Alors, quand je dis sauf le temps, on admet bien que les gens peuvent se promener avec des horloges, mais on n'admet plus, on cesse d'admettre, ça ne veut pas dire qu'on nie, hein. C'est-à-dire on cesse de supposer, on cesse d'utiliser dans les raisonnements l'idée qu'il y a un temps universel, que si on règle bien les horloges, elles vont nous l'indiquer. Donc on retire un axiome, on n'en ajoute pas d'autre, on en retire un. On fait des raisonnements sans cet axiome, et ces raisonnements nous amènent de manière purement déductive à la formule que je t'ai mise sur le papier, hein, C au carré égale avec une fraction, une différence de carré de temps divisé, enfin une distance divisée par une différence de carré de temps. Donc je précise juste, et ça c'est déduit des axiomes sans en ajouter aucun. C c'est la vitesse qu'on appelle en physique à tort, mais bon, c'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler, donc j'ai respecté les physiciens, qu'on appelle la vitesse maximum de la causalité, qui en réalité est la vitesse au-delà de laquelle on remonte dans le temps. Donc c'est la vitesse infinie, tout simplement. Il se trouve qu'elle est finie, mais c'est la vitesse infinie. Alors je rappelle pourquoi, dans le paradigme classique religieux qui fait croire à un temps universel, quand tu pars de Paris à 14h et que tu arrives à Marseille à 15h, tu as voyagé à 1000 km/h. Quand tu parles de Paris à 15h et que tu arrives à 15h01 à Marseille, tu as voyagé à 1000 km par minute. Tu es allé beaucoup plus vite, 60 fois plus vite, mais c'est encore une vitesse finie. Quand tu pars de Paris à 15h et que tu arrives à Marseille à 15h, tu es allé à une vitesse infinie. Ok. Peut-on aller plus vite? Oui, bien sûr.
on peut aller plus vite et arriver avant. On part de Paris à 15 h et on arrive à 14h59. Eh bien, on a gagné la course avec le mec qui va à une vitesse infinie, puisque lui, il arrive à 15 h et toi, tu arrives à 14h59. Et donc, on est remonté dans le temps, tout simplement. D'ailleurs, si on fait le retour à la même vitesse, on part de Paris à 15 h, on arrive à Marseille à 14h59, on fait immédiatement demi-tour et on arrive, si on voyage à la même vitesse, à Paris à 14h58. On a donc remonté dans le temps. On est parti de Paris à 15 h, on est revenu à Paris à 14h58 en dépassant la vitesse limite, ok? Bon, ça c'est banal, je pense que tu as compris. Bien, cette vitesse limite, des déductions sans supposer qu'il y a un temps universel peuvent être faites et elles disent combien elle vaut quand on la mesure avec des instruments. Et elle vaut la différence entre les carrés des deux temps, donc je vais expliquer ce que c'est. Non, pardon, elle vaut la distance parcourue au carré, dans l'unité que tu veux, hein, divisé par la différence entre les carrés des deux temps. Donc le t normal en français, écrit en écriture française, il y a un t et il y a un taux. Le t normal, c'est celui qui reste sur place, et le taux, c'est celui qui fait l'aller-retour. Alors j'ai divisé par deux, on prend que l'aller, hein, après je vais pas rentrer dans des complications. Voilà, si tu es dans ta maison, alors... On est en l'an moins 5000, hein, tu es dans ta maison, tu as un jardin de 10 mètres et que tu fais tranquillement un aller-retour, tu peux pas savoir en l'an moins 5000 si tu veux la vitesse de la lumière, c'est un peu hors de portée de la technologie. Donc cette formule, elle te dit pourtant quelle est la vitesse infinie, quelle est la vitesse à partir de laquelle on remonte dans le passé, hein, parce que infini c'est un peu trompeur. Eh bien c'est simple, tu chronomètres, tu dis à ton épouse de faire un aller-retour au fond du jardin, et alors on suppose que vous avez des horloges parfaitement identiques et parfaitement précises. Elle, le voyage, alors on divise par deux pour avoir juste le délai de l'aller, mais pourquoi je suis obligé de parler d'aller-retour? Parce que ça n'aurait pas de sens de dire quelle heure il est au bout du jardin, ok? À partir du moment où j'ai plus d'axiome, je peux plus dire que ça a un sens de dire que se passe-t-il au bout du jardin en ce moment. Donc du coup, il faut qu'elle revienne te voir et que vous soyez l'un à côté de l'autre pour dire, comparer vos horloges. Donc elle fait un aller-retour au bout du jardin, elle va mesurer, elle va le vivre avec, elle va dire ça m'a pris tôt secondes pour faire ces 10 mètres, et en divisant par deux, hein, bien sûr, elle a fait 20 mètres aller-retour, bon, et toi tu regardes combien ça t'a pris, c'est T, bah tu prends la différence des carrés comme écrit sur l'image, tu le mets au dénominateur d'une fraction, au numérateur tu mets tes 10 mètres au carré, donc ça fait 100 mètres carrés, hein. C'est une aire, en l'occurrence c'est une aire divisée par un carré d'un temps, mais peu importe, et tu obtiens le carré de la vitesse qu'il suffit de dépasser pour remonter dans le temps, et c'est Einstein, et c'est la relativité restreinte, et ça a donné lieu au groupe de Lorentz, et patati, et patata, et patati, patata. Tu vois, à aucun moment vous avez eu besoin de mesurer la vitesse de la lumière, par contre il vous fallait des horloges parfaites. Et grâce à ces fameuses horloges parfaites, on a aujourd'hui le système GPS, et s'il y avait une erreur, ton système GPS, quand tu lui tapes La Rochelle, il t'emmènera à Moscou. Donc si tu veux, tant qu'il t'emmène pas à Moscou, ça veut dire qu'a priori, la nature est d'accord avec les calculs d'Einstein. Ok, voilà. Bon, évidemment, elle est d'accord avec des déductions mathématiques, elle n'a pas le choix, même la nature, même Dieu, comme dirait Jean-Pierre Serre, ne peut pas empêcher un théorème d'Enmat d'être vrai. Bon, moi, j'ai une autre position là-dessus, mais c'est un autre sujet. Mais la nature, elle pourrait ne pas être d'accord que vous disposiez d'horloges identiques, tu vois. Si c'était chacun son horloge et qu'elle soit pas clonable, ce qu'en plus prévoit la théorie quantique, donc tu vois le problème. Ce calcul nous en toucherait une sans faire bouger l'autre, puisqu'on n'aurait pas de possibilité de comparer des temps avec des horloges identiques. Mais il se trouve que oui, parce que par ailleurs, la physique a découvert qu'il y a des horloges vraiment nickel qu'on peut construire avec des atomes, des électrons, des quarks et tout ce qu'on veut. Et elle a même pu donner une définition de la seconde à partir de l'atome de césium. Et voilà, et donc à partir de là, ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas eu besoin de définir la distance de manière séparée, puisque grâce à ces déductions, j'insiste, il n'y a pas d'axiome ajouté, grâce à ces déductions, à partir du moment où tu as le temps, tu as les distances, c'est la même chose. Et voilà, grâce à ces. Mais il fallait avoir le temps quand même. Alors le temps, c'est pas un temps universel, mais c'est un temps ponctuel, c'est un temps local, c'est-à-dire la nature nous offre des horloges qui marchent très bien. Voilà. C'est la seule chose qu'on a qui nous provient de la matière extérieure et pas des déductions, c'est nous avons des horloges. Au césium en l'occurrence, enfin je sais pas d'ailleurs s'il les fabrique au césium, et grâce à ces horloges, tout le reste on le déduit et on fabrique le système GPS, on applique la relativité générale qui a mis quand même 11 ans
et en plus qui est fausse, mais qui est améliorable par la relativité intriquée qui est actuellement en cours d'être découverte à Nice, Sophia Antipolis, par un physicien français, mais peu importe, je sais pas. Mais en tout cas, il a amélioré un petit truc si tu veux, mais enfin bon, Einstein avait mis 11 ans à coucher de la relativité générale parce qu'il fallait passer des espaces tangents à la variété, et ça c'est des difficultés purement mathématiques. Donc comme tu vois, l'important c'est qu'avec ta femme et des horloges parfaites, tu peux connaître la vitesse au-delà de laquelle on remonte dans le temps quand on la dépasse, et il se trouve que c'est environ 300 000 km/s, et si tu pouvais, tu peux pas parce que ça coûte très très cher ces horloges, mais si tu pouvais, tu verrais que ta femme, si elle fait l'aller-retour au bout du jardin, il ne s'est pas tout à fait écoulé le même temps à son horloge. Et il n'y a aucun moyen de rattraper ça, parce que si on suppose que c'est l'horloge qui a ralenti, etc., en fait on a un phénomène hyperbolique qui fait que de toute façon on peut faire on peut faire des classes d'équivalence si tu veux, et donc c'est incontournable. Voilà, c'est incontournable. Alors tu me posais la question de la constance de la vitesse de la causalité, elle n'a pas de sens puisqu'on définit le reste à partir d'elle. C'est donc les vitesses sont des quotients, sont des fractions de la vitesse de causalité. Et je suis sûr que les physiciens, s'ils disaient, plutôt que de renoncer à la constance de la vitesse de la causalité, ils renonceraient à la constance de la vitesse de défilement du temps, c'est-à-dire qu'ils iraient plus s'inquiéter sur les changements qu'il y a dans l'atome de césium s'il y avait des turbulences, tu vois. En gros, ça n'a pas de sens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait comme autre image? Ah oui. Maintenant qu'on a, ça a une conséquence, cette limite, cette apparente finitude de la vitesse infinie, c'est que quand deux personnes s'éloignent, en fait ce que je vais te dire c'est valable même sans la vitesse de la causalité, même avec un talkie-walkie où on s'envoie, ou même avec du tam-tam et on fait voyager les messages à la vitesse du son. L'important c'est qu'il y a deux personnes isolées, Léa et Bob, dans l'univers absolument vide par ailleurs. Alors pour que le son voyage, il faudrait qu'il y ait quelque chose, mais bon, passons. Et chacun voit avec du retard les aventures de l'autre, le temps que ça lui arrive, quoi. Le temps que un canal de transmission, quel qu'il soit, je peux prendre la vitesse de la causalité, je peux prendre autre chose, je peux prendre un pigeon voyageur qui va tout doucement, il n'empêche que ça donne un sens aux définitions. Quand Léa, quand il est midi, à l'horloge de Léa, elle voit ce que faisait Bob à 7 heures, c'est-à-dire 5 heures avant, parce que le temps, ça passe. Et par ailleurs, comme il est en train de s'éloigner de Léa, on suppose qu'ils sont chacun dans leur vaisseau dans l'espace absolument vide et qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, le temps de défilement apparent sur l'écran de Léa, de ce qu'elle voit Bob vivre au ralenti, et réciproquement Bob voit Léa vivre au ralenti. Alors tu me diras, et c'est très très banal. Oui, je t'ai mis une formule de maths, c'est très banal, sauf que sans aucun axiome, tu résous une petite inéquation de niveau collège, et qu'est-ce que t'as qu'il y a eu un début à ça. Eh ben oui. Ça, les choses ne se passent pas comme ça pour Léa et Bob depuis une éternité. Pourquoi? Parce que si tu prends suffisamment dans le passé, tu t'apercevras que cette formule, qui est parfaitement valable, c'est une formule affine, elle permet à Léa de voir son futur. Donc il y a un moment donné, c'est pas arrivé. Alors comment ça c'est d'ailleurs ça n'a pas toujours été comme ça, tu vois. Il y a eu un début de leur aventure et c'est formel, c'est une déduction mathématique. Maintenant la question c'est quand, par rapport à notre vie, à nous, banale, tu vois, deux voyageurs dans l'espace en train de s'éloigner, leur vaisseau en train de s'éloigner, et la réponse c'est, puisqu'ils s'éloignent, c'est qu'à un moment donné, ils étaient l'un sur l'autre. Alors je ne voulais pas dire qu'ils étaient en train de faire l'amour, mais à ce moment-là, tout s'arrête. Enfin, ou plutôt tout commence, et l'équation cesse de s'appliquer, tu vois. Alors, tu vas me dire, ouais, mais s'ils se croisent, s'ils se croisent, c'est qu'avant de se croiser, ils se rapprochaient, ils s'éloignaient plus. Et donc, tu as une courbe de type la courbe de la fonction valeur absolue, tu vois, c'est pas une droite. Alors, mieux que ça, parce que la valeur absolue, c'est pas une fonction, c'est infini. Mieux que ça, si tu dis, ok, on va prendre ce que Léa voit d'elle-même sur l'écran de Bob. Ça fait une parabole. Tu vois, ça fait une parabole et c'est comme ça que tu comprends qu'il y a une profondeur, une parabole, je te rappelle que ça atteint son minimum quelque part, et voilà, et après tu fais des maths et des maths et des maths, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je t'ai mis? Je t'ai mis le théorème de Noether. Donc le théorème de Noether, c'est simple, tu as des fonctions, tu fais un calcul et tu t'aperçois qu'il y a une égalité entre deux trucs. Alors, quand je dis f1, ça veut dire la dérivée de f par rapport à la première variable. Quand je dis f2, f3, f4, f5, c'est la dérivée, c'est une fonction de plusieurs variables. Donc ça marche pour L, pour F, pour G, pour H, je sais plus comment j'ai noté mes fonctions dans le dessin parce que je les ai pas sous les yeux.
Et par exemple, si je dis, je sais pas moi, K1,2 et que K est une fonction, c'est la dérivée de K1 par rapport à la deuxième variable, et donc K1 étant la dérivée de K par rapport à la première variable, c'est donc la dérivée la dérivée de K par rapport à la première variable par rapport à la deuxième variable. Voilà, mettre des parenthèses. C'est du calcul de dérivée bête et méchant, avec les formules de ta classe de première. Simplement, elles ont plusieurs variables, alors voilà, je ne peux pas mettre des primes, parce que prime, ça ne précise pas par rapport à quelle variable je dérive. Par ailleurs, j'ai fait des... On les voit, hein, j'ai marqué hip ou hypo, je ne me rappelle plus, j'ai fait des hypothèses. Et selon ces hypothèses, tu as une égalité finale avec 3 calculs de la classe de première, moyennant, et le lemme de Schwartz. Le lemme de Schwartz, il dit que pour toute fonction f de 1,2 égale f de 2,1. C'est-à-dire que si tu dérives par rapport à la première variable, puis que tu dérives le résultat par rapport à la deuxième, ça donne la même chose que si tu dérives par rapport à la deuxième, puis ensuite le résultat par rapport à la première. Donc Schwartz, à un moment donné, me fait remplacer f de 1,2 par f de 2,1. C'est tout à fait un théorème de maths universel. Et démontré au 19e siècle, hein, c'est pas un résultat récent, et Noether, ce qu'elle fait, c'est qu'en faisant ce petit calcul, elle obtient que un certain truc dérivé par rapport à S est égal à un autre truc dérivé par rapport à T. T, ça figure le temps, S, ça figure la langue dans laquelle je parle. Bon, c'est un paramètre, en fait, on va dire que c'est un nombre, parce que sinon dérivé par rapport à autre chose que des nombres, ça peut paraître bizarre. Ce qui se passe, tu vois, dans ce petit calcul, c'est, alors je sais plus comment je l'ai appelé, M peut-être, j'ai M1 de ST est égal à, après je sais pas comment je les ai appelés, non j'ai, ah putain, j'ai pas l'image sous les yeux, enfin j'ai une première avec un petit 1 en bas à droite, entre parenthèses ST égale une deuxième fonction, je ne sais plus comment je l'ai appelée, avec un petit 2 en bas à droite. Ça dit que la dérivée par rapport à la langue utilisée, c'est-à-dire par rapport au pays dans lequel tu racontes l'histoire, d'une certaine fonction est égale à la dérivée d'une autre fonction par rapport au temps. Voilà. Et il se trouve que le background historique dit que le premier, la dérivée par rapport aux paramètres, c'est pour des raisons de symétrie de loi de la physique, c'est le théorème des délocalisations qui crée du chômage en France. Tu peux construire une usine au Japon, non au Japon ils payent cher leurs employés, tu peux construire une usine au Zimbabwe qui construit des Peugeot, les lois de la physique étant les mêmes, ici passent les mêmes choses. Donc ça, le truc de gauche avec le petit 1, hein, sa dérivée on va dire, elle est nulle. Elle est nulle, ça ne change pas en fonction du paramètre. Eh bien, ce truc qui ne change pas en fonction du paramètre, ça vaut 0, ok. Hypothèse, ça vaut 0. Et Noether, elle a dit, donc le truc de droite, il vaut 0 aussi. Or, le truc de droite, c'est quoi? C'est une quantité qu'on peut mesurer, et c'est la dérivée par rapport au temps de quelque chose. Eh bien, ça veut dire, puisque sa dérivée est nulle par rapport au temps, ça veut dire que ce quelque chose ne varie pas au cours du temps, ça s'appelle une conservation. Et le grand L du début du calcul, c'est des maths, hein, donc ça peut être n'importe quoi, mais en l'occurrence, il se trouve que c'est le Lagrangien que des physiciens utilisent. Bon, voilà. En gros, ça dit, c'est la façon instantanée avec laquelle ton histoire se déroule. Et les histoires, donc, je les ai appelées les FS. Alors, c'est en fait F, entre parenthèses, le premier paramètre, il dit dans quelle langue tu la racontes, et le deuxième paramètre, c'est à quel instant T. Donc, si tu fixes le S, Fs de t, ça te dit que se passe-t-il pour S à l'instant t. Vu dans la langue S, que se passe-t-il à l'instant t, c'est Fs de t. Et le théorème, il est valable quelle que soit l'histoire. Donc, le truc qui vaut 0, évidemment, il ne vaut pas 0. Ce qu'a dit, et c'est le théorème de... je sais plus. Bon, c'est le théorème de Lagrange, je pense que c'est Lagrange qui a prouvé ça. Il dit, le principe de moindre action fait que les Fs vérifieront l'hypothèse que j'ai écrite, que j'ai pas du tout justifiée, je m'en suis servi. Hein. Bon, en gros, c'est assez intuitif. Ça dit que si on mesure les efforts que tu fais par rapport à la position où tu es ou par rapport à ta vitesse, le plus court chemin, ça consiste à ce qu'il y ait un équilibrage naturel. Ok, et c'est-à-dire c'est-à-dire que tu retrouves ce que quand tu as lutté contre la vitesse, l'accélération, ce que tu veux, tu le retrouves, tu l'as pas perdu, il se retrouve sur la position. Voilà. En gros, si tu as poussé une voiture, bon, c'est quelque chose que tu vas regarder par rapport à la vitesse, eh bien, ça va avoir une influence sur ta position. Et si rien ne se perd, ton effort, tu le retrouves. Mais c'est valable n'importe quand, n'importe comment. C'est un théorème de maths. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin, ça dit que l'hypothèse, en fait, elle est systématiquement vérifiée quand on choisit les Fs
comme étant réalisant le principe du moindre action, c'est-à-dire l'intégrale de la fonction f, L que tu vois, est la plus petite possible. Enfin, en tout cas, ça, bref, peu importe, sa dérivée est nulle, mais peu importe. Eh bien, ce théorème de Noether, comme tu peux voir, il a révolutionné absolument toute la physique. C'est le théorème le plus célèbre de la physique pratique, pragmatique. Il se démonte en 3 lignes avec un niveau terminal. Et surtout, il dit que, en fait, c'est un théorème de maths qui dit beaucoup plus que ça. Et pourtant, on a retenu que pas seulement B nul, C nul grâce à Lagrange et compagnie, mais en plus, si tu veux, le A égale D qui résulte du calcul, mais qui pourrait s'écrire, si je rajoute des intégrales, j'aurais pu écrire A plus B plus C égale D, hein, c'est simplement... ça tenait pas sur une feuille, donc je préfère faire l'hypothèse, et comme ça j'ai automatiquement mon B et mon C qui sont nuls. J'ai A égale D qui est encore un théorème très puissant, puisque c'est valable quel que soit F, tu vois, quel que soit F en fonction de S et T. Parce que, après tout, peut-être un petit malin génie, comme dirait je sais plus qui, je crois que c'était Descartes qui avait fait ça, choisit des FST qui font pas du tout, qui circulent pas par le chemin du moindre action. Je sais pas comment on dit ça. Voilà, on peut raconter une histoire elle est racontable, qui ne vérifie pas le principe de moindre action. Mais tu auras quand même A égale D, si tu veux, sauf que tu n'auras pas A égale 0. Ok, là, l'hypothèse de symétrie qui dit A égale 0, c'est juste l'hypothèse qui dit, bah, si vous variez S, en fait, vous changez la langue dans laquelle vous racontez le truc, mais vous ne changez pas le cahier des charges de l'usine. Voilà, et donc votre Lagrangien, le L, il doit être insensible à cette variation par rapport à S, et c'est le égal 0 du départ. Voilà, et tous ces calculs tu peux les vérifier, et puis tu peux te servir de cet audio pour creuser. Ça marche en comptabilité, hein, le théorème de Noether il marche en comptabilité, sauf qu'en comptabilité tu n'auras pas le principe de moindre action, et donc bah tu vas falloir l'interpréter autrement. Mais en physique il s'interprète en disant que puisque les lois de la physique ne dépendent pas de la position, la quantité de mouvement se conserve, c'est le D égale 0, conservation de la quantité de mouvement. Le A égale 0, c'est quand c'est vu par rapport à l'espace, c'est la quantité de mouvement qui se conserve. Quand c'est vu par rapport au temps, c'est l'énergie qui se conserve, etc. Et tu peux faire tu peux t'abuser, inventer des mondes imaginaires dans lesquels, si tu prends une symétrie, tu auras une conservation. Hein. La symétrie, c'est quand il y a un petit 1 en bas qui vaut 0, et la conservation c'est quand il y a le petit 2, puisque c'est la dérivée par rapport au temps qui vaut 0. Et voilà, tu sais tout avec des connaissances collège. Donc on a ce très bizarre rapport entre les maths et la nature, qui est que souvent, et c'est pas, Noether n'est pas du tout une exception, mais elle c'est vraiment important de le noter, c'est que Noether a démontré le théorème le plus important de la physique pratique. Et ce théorème le plus important de la physique pratique, c'est pourtant un cas particulier d'un cas particulier d'un cas particulier d'une évidence formelle de niveau première terminale. Donc comment ça se fait que ce sont les choses les moins générales et les plus... Et ça, c'est une merveille de la science. Tout théorème de maths est un cas particulier d'une évidence, mais alors pourquoi il n'est pas évident? Parce qu'il en est trop un cas particulier. Et on sait aujourd'hui à quoi c'est dû, enfin on ne sait pas pourquoi ça marche en physique, mais on sait à quoi c'est dû, parce que les maths, bon, c'est pas... t'écris une phrase avec plein de lettres, et tu la démontres. Donc c'est un théorème de maths, ok? C'est-à-dire que c'est vrai par définition grammaticale. Donc tes phrases, elles racontent des aventures d'un individu A, B, C, D, voilà, jusqu'à Z. Et maintenant, prendre un cas particulier, ça veut dire, on va supposer qu'il n'y a que deux sortes d'individus, donc à la place de C, tu mets A, à la place de D, tu mets B, et finalement, ton théorème, c'est A, B, A, B, A, B, enfin, tu vois, dans la phrase, à chaque fois qu'il y a une lettre impaire, tu mets A, et à chaque fois qu'il y a une lettre paire, tu mets B. Donc, tu as un cas particulier. Le truc, il arrive pour 26 individus quelconques, en particulier pour 2 individus quelconques. Maintenant, ce qui fait le truc, et c'est là où se cache un petit secret, c'est qu'avec tout le jeu des abréviations mathématiques, quand tu parles de 2 individus, tu ne vas pas répéter 26 fois les noms. Tu vas mettre des abréviations et tu vas les dire qu'une fois. Et donc pour s'apercevoir que le truc était évident, il fallait en fait répéter les noms, et écrire un machin comme s'ils n'étaient pas tous égaux. Donc il faut tout désabréger et tout, et là en général tu arrives à une évidence, enfin en mettant les axiomes en hypothèse, hein. Ok.
Voilà, et ben je vais arrêter là, hein, parce que est-ce que j'ai fait, j'en ai fait 4, donc notaire c'est fait, la relativité c'est fait, quel était l'autre, oui c'est fait, c'est le Big Bang, donc c'est bon, je t'ai tout dit.